Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule où on va aborder un aspect très intéressant de l'électricité, ce sont les risques d'électrocution. Donc on se demande des fois, ou on entend parler, est-ce que c'est la tension qui peut tuer quelqu'un ou bien si c'est le courant? Ben, en fait, on va répondre à cette question-là. Je vous dirais, hein, c'est un peu les deux, parce que c'est le courant qui va pouvoir tuer quelqu'un, mais bien entendu, le courant va dépendre de la tension. C'est lui qui va mettre en mouvement les charges. Donc, il y a trois paramètres qui vont être importants dans le cas de risque d'électrocution. Paramètres qu'on a déjà vus dans la vidéo là, sur la loi d'Ohm. On sait que le courant qui va circuler va être égal à la tension qu'on va mettre aux bornes d'une résistance divisée par la résistance. Donc, en fait, le courant qui va passer à travers le corps va dépendre de la tension qu'on va mettre et de la résistance électrique du corps humain. Alors, bien entendu, si on veut essayer de mettre des paramètres à ça, ben, ça peut varier, je vous dirais, d'une personne à l'autre, mais ça peut varier aussi d'un point à l'autre. Donc, si par exemple, je prends une prise de courant, puis je me mets, je prends les deux mains, puis je viens prendre des fils de part et d'autre, donc je prends le 120 volts qui va passer là, entre mes deux mains à travers le cœur, bien entendu, la résistance ne sera pas la même que si je mets juste deux doigts là, qui vont toucher là, à la prise de courant ou au fil. Et c'est beaucoup plus dommageable si l'électricité passe par le cœur que si ça fait juste passer par, rentre par un doigt et ressort par l'autre. On est d'accord avec ça. Donc, si on prend, par exemple, si on veut regarder les risques d'électrocution, un courant qui passerait là, par le cœur. Donc, le classique, là, on prend avec nos deux mains un fil à une tension donnée et avec l'autre main un fil à une autre tension. En fait, la valeur de courant maximale avant de mettre en danger la vie de quelqu'un, vous allez être surpris, ce n'est pas très élevé. C'est autour de 15 milliampères. Donc, si on dépasse 15 milliampères, ça devient très dangereux pour la personne de mourir là, d'électrocution. Mais bien entendu, il faut se demander bien, quelle est la résistance du corps humain. Bien, ça aussi, c'est très variable. Je vous dirais, à ce niveau-là, c'est, si on veut mettre des chiffres, là, c'est entre 500 et 50 000 ohms qu'on aurait. Bien sûr, 500, c'est dans des conditions où on aurait les mains un peu moites. Bien entendu, plus on va transpirer, par exemple, plus on va avoir une résistance qui va être basse. Mais si on veut faire un chiffre qui représente une moyenne, une situation normale, on pourrait aller dire, pour fin de calcul, on pourrait mettre une résistance autour de 10 000 ohms. Donc, si on met une résistance de 10 000 ohms, on peut calculer par la loi d'Ohm la différence de potentiel que ça prendrait. Donc, comme delta V va être égal à RI, donc on peut dire qu'autour de 150 volts, si on a une résistance entre nos deux points là, de 10 000 ohms, par où le courant va passer, bien, ça va nous donner un courant à ce moment-là de 15 milliampères, ce qui serait très dangereux là, au niveau du cœur. Donc, un élément important dans ce qu'on vient de dire, c'est que ça prend une différence de potentiel pour générer un courant. Pourquoi, par exemple, les oiseaux ne se font pas électrocuter lorsqu'ils sont sur un fil? C'est tout simplement parce que leurs deux pattes sont à la même hauteur électrique, au même potentiel électrique. Par exemple, ils vont avoir une patte à 735 000 volts et l'autre patte à 735 000 volts. Donc, il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux. Donc, ce n'est pas dangereux. C'est un peu comme dire, est-ce que c'est dangereux d'être en haut d'une chute? Bien, on peut dire qu'on est à un haut potentiel, hein, parce que si le potentiel, c'est un peu comme une mesure de la hauteur électrique. Donc, on est très haut. Mais si j'ai un pied en haut de la chute, puis l'autre pied en haut de la chute, ben, c'est pas dangereux. Bien sûr, il ne faut pas avoir de différence entre les deux. Il ne faut pas avoir un pied qui voudrait être en haut de la chute, puis l'autre en bas, parce que là, c'est là qu'on va tomber, puis on va sentir une force. Donc, il va y avoir un champ électrique qui va nous amener vers le bas. C'est la même chose dans le cas des oiseaux. S'il y avait une patte à 735 000 volts et l'autre au sol, là, ce serait extrêmement dangereux. Donc, exemple, si j'ai une personne ici qui, elle, est au sol, donc à 0 volts par exemple, et qu'on a des lignes à haute tension à 735 000 volts, bon, il n'y a pas de danger pour l'instant parce que mes pieds touchent le sol. Les oiseaux ne sont pas en danger parce que leurs deux pieds sont à 735 000 volts. Mais si je prends une échelle et j'essaie de grimper et que ça touche au fil en haut, là, ça donne une différence de potentiel entre
les deux fils de 735 000 volts. Donc, le courant va passer entre les deux. Et là, je vais pogner un choc. Et donc, ça devient extrêmement dangereux. Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe en laboratoire. Donc, des fois, on a des sources. Supposons qu'on met 30 volts sur une source, on met une résistance de 10 ohms qu'on branche avec la source, et là, on mesure un courant de 3 ampères. Là, vous allez me dire, hey, c'est dangereux. C'est supposé être 15 milliampères pour tuer quelqu'un. Est-ce que c'est dangereux pour la personne? Eh bien non, parce que le 3 ampères, il passe dans une résistance de 10 ohms. Mais quand vous arrivez et vous touchez, par exemple, avec vos mains, de part et d'autre de la résistance de 10 ohms ou directement aux bornes de la source, vous venez ajouter votre résistance de 10 000 ohms en parallèle. Donc, à l'intérieur de vous, c'est plus 3 milliampères qui va passer. Et 3 milliampères, ce n'est pas dangereux pour une résistance de 10 000 ohms. Voyez-vous? Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit. Donc, oui, c'est le courant qui va tuer quelqu'un, mais c'est la différence de potentiel entre deux points de notre corps qui va générer ce courant-là. Intéressons-nous maintenant à la décharge électrique. Dans l'air, pour avoir une décharge électrique, il va falloir que le champ électrique dépasse une certaine valeur qu'on appelle le champ disruptif. Dans l'air, ce champ disruptif-là, E, minimum, donc c'est-à-dire à partir de cette valeur-là, il va y avoir un éclair qui va se faire dans l'air, c'est de 3 millions de volts par mètre. Donc, si par exemple, je mettais 3 millions de volts entre deux plaques de métal séparées d'1 mètre, il y aurait un éclair entre les deux. Mais c'est la même chose entre les nuages qui sont à un certain potentiel et le sol, par exemple, qu'on pourrait considérer qui est à 0 volt. Par exemple, je pourrais avoir plusieurs millions de volts dans le nuage et le sol serait à 0. Donc, j'ai une différence de potentiel, mais j'ai besoin aussi de la distance, le lien pour trouver la valeur de notre champ. Supposons qu'on a, pour faire un calcul, qu'on aurait un champ constant. Bien, le champ en question, c'est la différence de potentiel divisée par la distance qu'on a entre le potentiel positif et notre référence, par exemple. Donc, on voit que pour une différence de potentiel donnée, le champ, lui, va dépendre de la distance qu'on a entre les deux. Donc, si par exemple, j'ai un nuage qui passe au-dessus de la tête, j'ai une certaine distance D, donc ça va me donner un champ. Si ce champ-là dépasse 3 millions de volts par mètre, je vais avoir un éclair. Mais supposons que moi, je viens marcher ici. Là, moi, les charges peuvent monter à partir du sol jusqu'au bout de ma main. Si je pointe ma main vers le ciel, la distance entre le sol, c'est-à-dire moi, donc le potentiel zéro et le nuage, est maintenant plus courte. Et ça veut dire que le champ en question va augmenter. Donc, le champ est plus élevé pour la même différence de potentiel. Donc, j'ai plus de chances d'être frappé par la foudre si je suis un point qui est haut. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les objets qui sont plus hauts, donc par exemple les édifices ou les arbres, ou si vous êtes debout dans un champ, vous augmentez les chances d'être frappé par la foudre parce que la différence de potentiel reste la même, mais le champ, lui, a augmenté puisque la distance qui sépare le nuage pour se rendre jusqu'au sol vient de diminuer. C'est pour ça aussi qu'avec les lignes à haute tension, souvent on vous dit qu'il faut se tenir loin des lignes à haute tension. Parce que si je m'approche de la ligne à haute tension, bien, je n'ai pas besoin nécessairement d'y toucher pour que le champ dépasse la valeur du champ disruptif. Et là, il va y avoir un éclair qui va se faire entre la ligne à haute tension et ma main. Mais on va voir aussi, en fait, on a déjà vu qu'on peut amplifier aussi le champ avec une pointe. Donc, non seulement je peux être plus proche, donc je diminue ma distance D, mais en plus, si j'ai une pointe, j'augmente encore plus mon champ. Donc, j'atteins le champ minimal beaucoup plus rapidement par l'effet de pointe. On avait fait une vidéo sur l'effet de pointe, donc je vous invite à reconsulter cette vidéo-là, où ça disait que le champ électrique, finalement, est inversement proportionnel au rayon de courbure d'un conducteur. Ça voulait dire quoi, finalement? C'est que si j'ai une pointe, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un champ électrique qui va être élevé. Donc, j'augmente les probabilités de produire un éclair. L'effet de pointe augmente le champ et permet d'atteindre la valeur du champ disruptif plus rapidement. Donc, en résumé, si vous êtes à l'extérieur, les pieds dans l'eau, donc vous baissez votre résistance, le fait d'être mouillé,
pendant un orage, si vous marchez avec un parapluie, avec la pointe en métal pointée vers le ciel, dans un champ, vous mettez votre vie à risque de beaucoup quand vous faites ça. Et si vous êtes tenté de vous dire, ben, je vais aller me cacher en dessous d'un arbre, parce que, je ne sais pas moi, c'est l'arbre qui va être frappé par la foudre, ben, dites-vous que c'est vrai que l'arbre va être frappé par la foudre, mais ça rayonne tout autour de l'arbre. Donc, vous allez être balayé là, par l'éclair, vous aussi. Donc, c'est extrêmement dangereux d'aller se réfugier en dessous d'un arbre. Une bonne façon de se protéger est bien entendu de ne pas aller en dessous d'un arbre, mais plutôt hein, d'utiliser le concept qu'on a déjà vu, celui de la cage de Faraday. Il y a une vidéo aussi là, sur ça si vous voulez en savoir plus. Mais quand on est à l'intérieur d'une structure conductrice, le champ électrique est nul. Donc, le champ électrique ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc, vous êtes protégé. Donc, entre autres, quand vous êtes à l'intérieur de votre voiture, vous êtes extrêmement bien protégé contre la foudre. À l'intérieur d'un avion, on est bien protégé aussi à cause de la structure métallique de l'avion. Un dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est celui là, des condensateurs. Donc, c'est un sujet aussi qu'on a déjà traité. Des fois, vous dites, ah, je vais débrancher un appareil, donc je vais être en sécurité. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est il y a souvent des condensateurs à l'intérieur des appareils et ils peuvent être chargés à haute tension. Donc, à ce moment-là, si vous débranchez l'appareil, vous essayez de le démonter, puis là, vous allez toucher avec vos mains, ben, vous pouvez pogner un choc parce que les condensateurs, c'est une source d'énergie là, qui peut être assez intense aussi. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas présumer que parce qu'un appareil est débranché, qu'il n'y a pas de risque d'électrocution. Donc, ça complète la petite vidéo que je voulais faire concernant les risques d'électrocution. Donc, je pense qu'on a fait un bon survol de ce qui est important de considérer. Donc, je vous demanderai de ne pas oublier d'aller mettre des likes à la vidéo et je vous dis à la prochaine.